Merci. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va essayer de travailler ensemble à travers la présentation qu'on va vous faire, c'est comment un promoteur s'empare des questions de biodiversité, comment il s'empare des questions de la place la place du vivant non humain dans le projet immobilier. Alors je viens d'utiliser un vocable qui est le vivant non humain, qui en fait derrière fait référence à un champ de discours et un champ de recherche qui est plutôt du côté des philosophes, plutôt du côté des anthropologues, dans laquelle en fait se pose la question du rapport et de la place ontologique de l'espèce humaine sur Terre. Et l'idée qui est derrière, c'est l'idée d'une symétrie de plus en plus importante, de plus en plus reconnue entre l'espèce humaine et le reste du vivant. Il y a tout un champ de recherche sur comment on octroie des droits à d'autres espèces vivantes, à des fleuves. Il y a un célèbre livre sur la question de comment on a donné la parole à la Loire. Et cette question-là, qui est donc très loin de l'habituel travail du promoteur, la question qu'on va se poser là, c'est comment nous, promoteurs, on l'intègre. Comment nous, en fait, on participe de manière extrêmement concrète à cette transformation qui est en lieu du statut du vivant non humain par rapport au statut humain. Donc on va faire une présentation qui est en deux temps. Le premier temps, ça va être Héloïse qui va vous présenter notre projet qu'on a proposé à la ville de Rieux-la-Pape dans le cadre d'un concours organisé par l'aménageur La Serle, concours qu'on a remporté. Et dans le deuxième temps, je vais vous montrer les prolongements qu'on souhaiterait mettre en œuvre. Et là, du coup, j'utilise un peu cette tribune-là pour faire appel à des partenaires possibles, parce que pour nous, il y a un vrai sujet sur comment on intègre la question de la biodiversité, comment on intègre la question du vivant non humain dans le projet immobilier. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du coup du projet en lui-même. Donc, je travaille depuis 4 ans chez OGIC aux réponses aux appels d'offres. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Clément, on a travaillé et remporté le projet qu'on va vous présenter de Rieux-la-Pape. Et je voulais commencer un peu pour expliquer pourquoi c'est sur ce projet-là que c'est prêté le travail de la biodiversité, par revenir sur le site lui-même, que vous voyez un peu sur la carte. Donc ce site, c'est les balcons de Sermenaz à Rieux-la-Pape. C'est vraiment un site qui est charnière, un terrain charnière entre la ville, la fin de la ville et la forêt. Donc c'est la lisière au sens premier du terme. Et donc je voulais revenir sur cette citation de Gilles Clément qui parle de la lisière comme d'une épaisseur et d'une richesse, et notamment sur la question de la biodiversité. Et donc on s'est dit ensemble qu'on allait justement retrouver cette épaisseur sur un terrain qui l'avait perdu et qui était vraiment dans une forme de frontière hermétique entre la ville et la forêt. Du coup, on a commencé par mettre au point un concept qu'on a appelé la SAVA, surface d'accueil du vivant. Je passe sur le nom pour revenir sur l'idée qui est derrière. C'était de travailler un concept qui est vraiment en symétrie avec la façon dont on a l'habitude d'aborder les projets en temps normal. On travaille la surface de plancher, on travaille la chab pour l'humain, et là on va travailler une surface habitable animale. Et garder cette symétrie-là, c'était aussi, c'était à la fois une idée, mais c'était aussi un levier et une forme de contrainte qui nous permettait de pousser ce curseur justement de la biodiversité plus loin dans la symétrie. Et donc de ne pas limiter ça à voilà, un nichoir ou un hôtel à insectes sur le toit. Du coup, comment on a fait concrètement en deux temps? D'abord, on est resté évidemment sur la partie paysagère du projet. Il y a souvent un projet paysager. On est revenu là-dessus et on est rentré en fait dans le dessin paysager pour distinguer différents espaces, une forme de gradation entre les zones purement humaines et puis jusqu'aux zones sanctuarisées pour les animaux. Donc c'est ce que vous voyez là, il n'y a pas besoin de lire tous les chiffres, hein, mais on part des chemins d'accès qui sont proprement humains jusqu'à des talus sauvages sanctuarisés. Quand je dis sanctuarisés, c'est qu'il n'y a pas de chemin pour l'homme, mais il n'y a pas non plus d'accès pour une tonte régulière. On a des piquets qui viennent délimiter ces chemins-là, et pas de lumière évidemment. Et puis on a ces espaces intermédiaires, les balcons, la clairière, qui sont des espaces de cohabitation où peuvent venir l'ensemble des humains et non humains sur le projet.
Ça, c'est l'espace paysager, donc c'est quelque part la partie la plus facile à faire. Mais on voulait aussi pousser un peu les choses et donc aller sur la question du bâti lui-même. Et toujours dans cette symétrie humain, chab et puis surface animale, l'idée c'était vraiment d'accueillir des habitats d'animaux et donc de travailler de la même manière qu'on peut avoir des T1, des T2, des T3 en fonction des besoins des ménages. L'idée était d'avoir des espaces d'habitation qui correspondent aux besoins de différentes espèces. Donc évidemment oiseaux versus hérissons ou ce genre de choses, mais y compris au sein des espèces. Et donc c'est les exemples que je vous ai mis là, avec des nichoirs notamment qui ne sont pas les mêmes selon l'espèce qu'on cherche à inviter. Et donc vous voyez sur le plan qu'on on installe des nichoirs un peu selon les différentes espèces, mésanges, rouge-queue, etc. Et y compris du coup des espèces dont la population baisse à Lyon. C'est le cas des hirondelles et puis des martinets notamment. Et l'idée était aussi de les démultiplier, de pas d'en poser 2-3, mais d'en avoir un maximum pour accueillir un maximum de biodiversité sur le projet. Du coup, le résultat, ça donne quoi? Ça donne plus de 2000 m² d'espaces verts sanctuarisés sur la parcelle de projet paysager. De mémoire, ça fait 40% de la parcelle initiale du projet, tout compris. C'est aussi 32 mètres linéaires de murets qui ne sont pas les murs des bâtiments, qui sont d'autres murets sur le dessin paysager dont on a cherché à les rendre, à leur donner un aspect rugueux, à éviter le muret en béton lisse, puisque c'est le fait même d'être rugueux qui qui permet à la vie animale de s'accrocher. Et puis plus de 50 nichoirs et divers abris travaillés selon le besoin spécifique de l'espèce. Et je voulais m'arrêter sur cette image, je vais vous faire un peu rêver, j'espère. Et j'en profite pour faire une parenthèse aussi pour remercier du coup l'équipe et notamment l'agence du coup Petit Dizier Priou qui a fait cette perspective. Et puis évidemment notre paysagiste indigène paysage et notre bureau d'environnement, Eugénie, avec qui on a travaillé tout ça. Pourquoi je vous montre cette perspective? Parce que elle a fait un peu parler d'elle et à chaque fois le commentaire qui revient c'est ah c'est marrant de voir des biches sur une perspective, on n'a pas l'habitude, c'est nouveau, c'est un peu rigolo. Et du coup je voulais un peu revenir sur l'anecdote de comment on en est arrivé là. On fait évidemment notre projet, on arrive à la question de la perspective, arrivent les premières versions et puis on se dit bon quand même c'est dommage. On a toute cette partie-là de notre approche, toute la partie de la biodiversité qui n'apparaît pas, qu'on ne voit pas dans l'image. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on commence à réfléchir, est-ce qu'on met des oiseaux? Est-ce qu'on met, Et puis, on se dit quand même, les oiseaux au loin, c'est pas suffisant. Et il faudrait quelque part que l'animal soit au premier plan. En réunion, on se dit, et si on mettait des biches comme ça devant, est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on est un peu fou? Et on pose la question à notre paysagiste et on lui dit est-ce que si on fait ça c'est complètement exagéré et hors sol ou pas? Et il nous répond alors évidemment pas à 4 h de l'après-midi mais au point du jour, aux premières heures de la journée, des biches à cet endroit c'est tout à fait possible. Simplement on oublie de les représenter en fait. Et je trouve intéressant de m'arrêter là-dessus avant de passer la parole à Clément. C'est justement de se dire que on est davantage surpris de se retrouver avec une image dans laquelle il y a des animaux que l'inverse, alors que la réalité, elle est plutôt sur cette image que sur l'autre. Voilà, Clément, okay. Je lui laisse la parole pour les développements futurs. Alors, j'en profite, parce que du coup, tu as fait ta conclusion sur les éléments de l'équipe. Les architectes, le paysagiste étaient un peu déstabilisés quand on leur a demandé, nous, on voudrait faire une programmation où il y ait non seulement la programmation pour justement les terrains intelligents, mais également, tant de mètres carrés pour les mésanges, tant de mètres carrés. On a extrêmement senti, donc pour nous, c'était important sur ce projet-là, parce qu'il y a une forêt qui est importante juste à côté, etc. Enfin, on sentait qu'on était vraiment sur un sujet clé par rapport à l'authenticité du site. Mais il y a eu de la déstabilisation, et pour vous dire qu'on est vraiment à une première étape dans ce projet, dans cette voie dans ce mode de réflexion. Donc pour nous, aujourd'hui, il y a 2 prolongements fondamentaux qui sont à mettre en œuvre. Le premier, c'est on aimerait avoir une notion qui est la notion de activer le vivant par le projet. Aujourd'hui, la manière dont on conçoit un projet immobilier par rapport à un site, c'est une ponction
sur l'écosystème. C'est une ponction sur le vivant qui est déjà là. Or, on sait bien, et c'est le cas d'ailleurs à Sermenas, c'est un endroit où il y a des remblais, c'est pas un endroit d'ailleurs si on regarde sur Google, on voit une zone un peu jaunâtre à côté de la forêt. En fait, c'est pas un endroit d'une biodiversité et d'une quantité de vivants très importante. Et la question qu'on se pose, et ça pareil, c'est j'envoie un message à des partenaires possibles, l'idée qui est derrière, c'est si on met en œuvre et on radicalise ce qu'on a commencé à faire là, est-ce qu'à un moment, le projet immobilier ne devient pas aussi apporteur, activateur de vivants? Ça veut dire quoi? Si, en fait, je mesure l'état initial versus l'état final en diversité de la faune et de la flore, peut-être aussi en quantité d'espèces, d'individus qu'il y a sur d'individus non humains qu'il y a sur le site, une fois qu'on a construit, est-ce qu'on n'a pas possiblement un bilan qui peut être positif? Et là, on aimerait, nous, faire un projet qui travaille cette question-là. Donc, on vous montre pourquoi est-ce que pour nous, ça nous paraît important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe, c'est que le statut du vivant non humain devient un statut de droit. Il commence à obtenir des droits. Il commence à être représenté. Ça, c'est une image qu'on a prise de quelqu'un avec qui on travaille régulièrement, qui s'appelle Vraiment Vraiment. Bon, bah, vous connaissez, vous voyez, des coléoptères dans les ministères, des bigorneaux dans les conseils municipaux. C'est cette idée que, quelque part, les espèces vivantes non humaines ont droit de cité. La deuxième chose, c'est qu'on sent qu'on a de plus en plus une question de mesure de la biodiversité. Là, je vous ai pris une page d'un numéro de Post. Post, c'est la revue de l'AREP sur la question du bas carbone. On voit là que la question de comment on mesure le vivant devient fondamentale. Et on a aussi une question de réglementation. On a passé, tout le monde connaît ça, on est passé de l'énergie au carbone, à chaque fois en accumulant. On voit bien que la biodiversité est l'étape qui va arriver. Le deuxième prolongement que je voulais évoquer, c'est la question de faire un projet, et ça on l'a proposé mais on n'a pas été lauréat, de faire un projet qui a un jardin comme un équipement culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous on pense qu'on peut créer un jardin qui manifeste et donne l'expérience aux personnes qui y sont de leur place, de leur nouvelle place ontologique, c'est-à-dire en fait de leur symétrie qu'ils ont vis-à-vis des espèces vivantes non humaines, des animaux, de la faune, de la flore. Et ça, pour vous dire, je vous le passe assez rapidement, l'idée qui est derrière, ça vient, cette image, c'est quelques images de la Biennale de Venise de 2021, où en fait ce qu'on remarquait, donc Biennale d'architecture, c'était l'année de l'architecture, où en fait ce qui était mis en scène, c'est que se passe-t-il quand on inverse le rapport entre les animaux et les humains. Et il y avait tout d'un coup une espèce de prise de conscience, donc là je vous passe quelques images, une prise de conscience de tiens en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il quand moi je construis aussi pour les animaux? Quelle conscience ça a, quel reflet ça a sur moi et ma compréhension de ma place dans le monde? Je le mets là. Et il y a une association avec qui on commence à travailler qui précisément travaille sur cette question. Elle fait des interventions dans le paysage qui sont des interventions qui visent à manifester et à transformer la vision que l'on a de notre place dans la nature. Cette association s'appelle COAL, association qui est sur toute la France et qui a des projets au niveau européen. L'idée véritablement, c'est de créer des médiations culturelles par lesquelles les personnes qui sont dans ce jardin ou dans ce parc en viennent à avoir une vision transformée de leur place dans le monde et dans la nature. C'est ce qu'ils appellent une écologie culturelle. Et je pense que là, donc là c'est des projets européens, je pense que là il y a quelque chose d'intéressant pour nous, maîtres d'ouvrage privés mais aussi peut-être publics, sur concevoir un peu différemment la question d'un équipement culturel autour du jardin. Voilà nos deux pistes. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette bouffée d'oxygène. Je crois que ça fait du bien à tout le monde de voir du vert. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Il y a une main levée au centre. Au milieu. Bonjour, Sylvain Coite, région Pays de Loire. Bravo, déjà. C'est très intéressant comme approche. Une petite question sur les différents nichoirs des différentes espèces qui ont pu être installées.
comment est fait le choix des différentes espèces par rapport aux espèces qui pourraient s'installer naturellement, tout simplement, et qui n'ont pas forcément besoin de nichoirs? Comment est gérée cette concurrence? Est-ce qu'il y a eu aussi un état des lieux initial de la biodiversité? Puisque j'imagine que c'était des constructions neuves, Oui. si j'ai bien compris. Oui, oui. Donc du coup, il y a eu forcément du terrassement, il y avait des espèces qui étaient présentes avant. On était peut-être sur un terrain qui avait une typologie particulière et qui accueillait certaines espèces végétales ou animales. Comment tout ça, ça a été géré justement par rapport au développement a posteriori de la nouvelle biodiversité? Je commence. Claude, tu veux dire? On était sur un terrain qui était un terrain de dépôt de terre de remblai, donc c'était pas un terrain particulièrement riche en tant que tel. Et notamment, il y a un troisième aspect dont j'ai moins parlé parce que c'est pas ma spécialité, mais qui était la question de la renaturation du sol aussi, et qui vient de nouveau enrichir la biodiversité sur le site. On a fait un premier état des lieux assez succinct en phase concours, hein. Forcément c'est jamais très poussé, mais on est accompagné chez EUGIC en tout cas de manière régulière et via accord cadre par des écologues qui viennent faire l'avant-l'après à chaque fois, et notamment pour le label Biodiversity, mais en l'occurrence pour aller plus loin aussi. Et donc on attend là le projet n'est pas encore en chantier, hein, il est en PC déposé de mémoire. Le PC est déposé, ouais. Et donc on attend de pouvoir effectivement rentrer vraiment dans le chantier et dans les partenaires et les DCE pour voir où est-ce qu'on atterrira réellement entre l'intention et le point définitif. Et pour ce qui est, vous avez plusieurs questions en une, il y avait aussi la question de comment on choisit les nichoirs. Donc on va continuer d'en discuter, mais en tout cas sur les premières approches, il n'y a pas énormément en fait de sociétés qui diversifient comme ça les nichoirs. Des nichoirs génériques, on en trouve partout, mais des sociétés qui sont capables de cibler comme ça un certain nombre d'espèces, il n'y en a pas beaucoup. Je ne les ai pas cités, mais les exemples que j'ai mis, c'est une société qui s'appelle Nat'(H), qui est une des rares, en tout cas dans les recherches que moi j'ai pu faire au moment du projet, qui soit capable de faire cette différenciation. Donc c'est vers ce genre de société qu'on va se tourner pour installer les nichoirs, et avec leurs conseils, y compris sur est-ce qu'on l'installe sur une façade à l'est, à l'ouest, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité des questions qui étaient posées. Tu veux compléter? Non, c'était ça. Une question ici. Ouais. Bonjour, bravo, hein, ça a l'air d'être un super chouette projet. C'est bon. Je me posais une question, les espaces verts dont vous parlez, ils sont aussi accessibles aux habitants? Et du coup, question d'après, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel risque pour certaines espèces d'être un peu trop proches des humains? Est-ce que ça a été un sujet qui a été évoqué ou pas forcément? Alors oui, c'est accessible aux habitants. De mémoire, c'est même accessible à l'ensemble de la population si elle souhaite passer par là, à l'exception du coup de ces zones sanctuarisées sur lesquelles on a installé des potelets. Et pour ce qui est du risque, les espèces ne sont pas forcées, on ne vient pas les contraindre à venir sur le site. On installe une possibilité pour elles de venir et de les accueillir, mais je pense que les espèces savent d'elles-mêmes la distance qui est la bonne pour eux sur un projet. Les exemples qu'on a de risque, c'est quand en fait il y a un tourisme tellement fort, quand il y a des parcs avec j'ai le terme en anglais qui vient, ça marche pas, deer, où il y a effectivement tellement de gens qui leur donnent à manger qu'en fait ils se retrouvent en danger. Ça, c'est pas forcément un risque qui se présente sur un site qui est quand même un peu tranquille, voilà, où il n'y a pas de raison qu'il y ait une masse touristique qui s'installe. Et donc les espèces d'elles-mêmes vont trouver leur zone et la distance qu'elles ont envie d'avoir avec l'humain. Ok, merci. Juste derrière, voilà, il y avait une question. Juste derrière la personne qui... Ah oui, bon. On a le temps d'en prendre plusieurs, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, bonjour. J'aurais juste souhaité savoir comment vous avez abordé la question de l'entretien, parce qu'il y a quand même 2000 mètres carrés. Voilà. Tu veux répondre ou je continue? Tu m'as l'air bien lancé. Alors, on n'est pas tout à fait rentré dans le sujet encore, ça va faire partie des discussions, notamment avec les syndics, etc. Mais effectivement, l'idée préalable, en tout cas, c'était de limiter la tonte et de limiter les espèces de réflexes de vouloir toujours anthropiser finalement l'espace paysager. Et du coup, sur l'ensemble du site, c'était des zones assez délimitées sur lesquelles on mettait ces fameux potelets et sur lesquelles on détermine que voilà, il y a forcément à un moment donné une intervention humaine parce qu'on ne peut pas laisser pousser non plus devant des fenêtres des arbres trop grands, ou voilà, mais en tout cas de la limiter au strict minimum. Et donc au passage de limiter aussi l'entretien d'ailleurs global du projet
et donc les frais pour une copro. Mais c'est des questions, effectivement, je vous réponds qu'à moitié parce que c'est des questions qu'on aura au moment de rentrer plus en détail dans le projet. Oui, le monsieur qui... Oui, bonjour, Sami Fata du CETI. J'avais une question concernant le sondage de la population à Rieux. Est-ce que vous avez commencé à les sonder, leur demander s'ils avaient des besoins sur cet aménagement ou c'est un projet unilatéral parce que je trouve que votre projet est très ambitieux. Il donne vraiment envie, et je dirais même qu'il pourrait sensibiliser et faire avancer énormément de jeunes et le sujet de la sensibilisation avec la microfaune et flore. Donc est-ce que vous avez pensé à sonder, sensibiliser la population sur les attentes et sur l'usage que vous allez livrer oui. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Alors non, on n'a pas sondé les populations pour savoir ce qu'elles attendaient, parce qu'en fait, il y a toujours ce problème du neuf, que la population n'est pas tout à fait là. Mais en fait, on pourrait le faire, parce que c'est une ZAC qui est en voie de finition. Hein, c'est le dernier projet de la ZAC. Donc on aurait pu le faire avec les habitants. C'est une bonne idée, parce qu'en fait, d'autant que en fait, un des principes paysagers de la ZAC est d'avoir, il n'y a pas de cœur d'îlot en fait. Vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, tous les espaces verts sont ouverts sur tout le quartier. Donc il y a quelque chose qui pourrait être de manière intelligente faite de ce point de vue-là. Je me suis permis de vous dire ça car du coup, on rayonne sur Touora, PACA, etc. Et il y a un projet BDO qui s'appelle le groupe scolaire Saint-Roch sur Montpellier et qui a fait cette démarche d'accompagnement en mandatant des associations pour tout ce qui était pour les jeunes, mais aussi les habitants. Et ce groupe scolaire, il est en plein centre-ville pour reconnecter avec la nature. Et ça, je trouve qu'il y a de la synergie. Voilà. Non, c'est une bonne idée. Après, c'est vrai qu'en concours, on est souvent en silo forcément parce que les sujets sont sensibles et donc ça limite aussi ce genre de démarche. Mais dès qu'on est lauréat, c'est vrai que c'est des choses qu'on pourrait faire plus amplement. Je crois qu'il y avait une dernière question. On va prendre une dernière question assez rapide, une réponse assez rapide avant de passer au dernier retour d'expérience. Merci. Merci pour votre présentation, Étienne Oikos. Voilà, la question elle va être rapide. Elle est déjà un peu répondue puisque la question de la sensibilisation aux usages et de l'entretien des espaces a déjà été posée. Au-delà de ça, c'est toute la question aussi dans la mise en œuvre des choix paysagers. La grosse difficulté qu'on constate, alors plus une association que je connais bien puisqu'on partage les locaux, c'est Arthropologia, c'est la question de trouver, entre guillemets, des paysagistes qui fournissent des essences indigènes pour les plantations. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir aussi à toute cette problématique-là ? Alors moi, ma réponse, elle va être partielle. Je travaille uniquement sur la partie concours et du coup, je délègue forcément le projet après. C'est un peu toujours comme ça chez les promoteurs, donc je ne connais pas forcément la réponse complète. Mais j'imagine que c'est ce que travaillent les équipes en programme. Oui, il y avait quand même une palette végétale qui était proposée. Et c'était le cas d'indigènes paysage. Dans cette palette végétale, il y a toutes les espèces indigènes qui sont capables d'être mises. Dans la plupart du temps, là, je ne me souviens plus, parce que maintenant, ça date d'il y a un peu 1 an et demi. Donc, mais généralement, dans les projets, les paysagistes sont assez sensibles à avoir une palette indigène, une palette végétale indigène. Et c'est souvent réglementé aussi par la ZAC, par les documents de la ZAC. Trouver les volumes, oui, ça peut-être, oui. Écoutez, je vous remercie. On va suivre avec attention la suite de ce projet. Merci.